not in the future, today, tomorrow. And there is at stake the speed of progress. It's going so quickly that we will not catch up if we do not run very quickly to be educated consequently. That's why education is the most important part of the whole conversation. And because of education, we decided to make a panel on about education, and I invited Mrs. Ambassador, Tarja Fernandez, who from Finland, and Finland is known to be at the forefront of education today. So we are all expecting her to talk about all of that eagerly, because we all want to learn. And Mr. Fab Yarak from the Lebanese government, from the Director General of Education, again, very important, because he's going to tell us where we stand in front of the government when it comes to education in the country. Then we have Mrs. Aslan, who represents the young generation of educators. She has a model, which is Wellspring, College Wellspring. She's going to tell us about what she does. You could compare that to what Mrs. Ambassador is going to say and what Mrs. Hassan will say. And last and not least, we have Bert Dakash, who gave us the privilege to come also. He is for us a milestone and represents all what we Francophone we have in mind today, we know. So he represents exactly the state of the art in Francophonie today. And then we also can compare what he has to tell us in that sense. So that's where we stand, and because we do not have a lot of time, we want them to speak, not me. I write, they speak. We're going to start with Mrs. Ambassador. And my first question to you is the following. As I said earlier, that this century is a century where everything is to be recreated. So ideas are the new norm, whereby today we accumulate knowledge. It looks like accumulated knowledge is useless, because we can get knowledge through Google and through Wikipedia and. But since today we're gonna need to create ideas. We heard that Finland is at the forefront of that by inventing new ways to educate, namely through gaming. Kids do not just take a book and study, they start playing games, and through games they start accumulating their creativity. And apparently this is working very well, because today everyone, Finnish kids are the most adapted to the new norms. So would you please tell everybody about that? Thank you, Mrs. Ambassador. Thank you very much, and first congratulations of your new book. I read it and very much enjoyed the challenges you put to all of us living now and deciding on what's the future. Concerning Finnish education system, as we are here in the French environment, maybe put first idea that Rousseau brought up about the childhood, about playing and the sort of wildness of small children, and I think that is something we don't think in the Finnish school system, but I think these ideas are not completely new. Finland is leading in high tech, in engineering sciences, in creating different softwares, games, and so forth. And I think it comes through our education system, and you mentioned about the games and about the education system. First of all, Finnish children, they go to school at the age of 7 years old, and I think for many parents it sounds very horrifying. What do they learn before that? But our idea of learning is that in the early childhood, it is important that you know about how to be a human being, and how you learn of that age is different what you learn when you are a bit more mature. You learn
playful way. You learn from games. You learn about being part of a group. You look animals, how they learn. They don't learn sitting and listening the mother lion groan beside them. It's by play how they learn the essential skills. And we know very little about the human brain, even there is such research done. But there are things that affect the learning of children. Then later on in the school, we also use computer games and part of the learning process. So the Finnish ideology of learning is very much child-centered. It's not what to learn, it's how to learn. As you mentioned, Google and the new technologies. So you have to learn to be also critical about all the information that is around us. So the teachers learn children to how to learn and to use that knowledge. I took part of one event organized by Lebanese educators a few weeks ago, and it was done together with Finnish professors and educators, and it was called phenomenon-based learning. One little piece that we use in our curriculum, but it's an example. You take a phenomenon, let's say climate change or a fish, and then the children, they learn how to learn about the phenomenon. They create maybe a play of fish, they play a music piece of fish, they write an essay about fish, and they learn how to learn. So there are a lot of potential in human being, and we just have to give a chance to child. In early childhood, we very much emphasize on maybe sport is a too ambitious way, but physical movement, music, plays, games, and they are the way that we sort of prepare ourselves to learn, and then also become a creative part of society, to be innovators. And innovation is something we are very passionate about. I know I have 8 minutes, otherwise I would continue this very, very long time. But it prepares ourselves to be part of the modern society. Of course, being part of humanity, you mentioned the values in your book, and I think that's also part of this playful playing. You play together with someone, and you start sort of somewhere being part of your group, part of society, part of a state. So this comes from early on through plays and games. Maybe that's some thoughts. One question. Are you saying that the strategy of reading, of opening books is getting changed? Are we changing slowly from reading and learning, accumulating memorization by different techniques, which is gaming? Do you have this difference in Finland or not yet? This is what I heard at one moment. I mean, books are becoming somehow, the way we look at books are somehow obsolete today, because the brain needs different connections to start accumulating what it takes to be creative, to create ideas. You have nothing working and you don't have anything. Well, we are salon de livre. I would be very hesitant to say not to read books. In Finland, people really read a lot of books. That's part of the education, and libraries are spread all over. And nowadays, people also read books but reading books is not wasting time of creativity. I think it's the way how you learn. It's not that you are forced to learn, you are punished, you get evaluated very early on, because you might get negative feedback very early of your age, and that will create kind of reluctantness of learning. I read a research
research New Zealand done of comparing children who had learned very early on reading and those who learned like us from 7 years on. And in the age 12 and so forth, the comparison was quite interesting. Those children who learned very early to read, they did a little bit worse than those who had learned later, and they didn't understand the content as well as those so later on. So when we think how children learn and how they adapt new technologies and other things, I think we have to also see the potential in and sort of open our mind of learning by heart is not the thing we are looking for nowadays. The kind of capacities we need. It's wonderful one can remember by heart the whole Shakespeare collection, but is that what we are looking for nowadays? Absolutely, no memorization. Is Finland ready to help Lebanon in that sense of education, to help us in a way in your methodologies? Are you doing something to inspire our universities in your new techniques of education? Do you do that? Is it part of your mission to spread the knowledge of Finland in education in our country, which is known to be a creative country, but we need to be backed up. We need some power, brain power. Do you do that with us? Well, we are already doing that, and there are professionals working together, and of course we believe in lifelong learning. So we have also a lot to learn from Lebanon. So it's a two-way street. Okay. This is diplomatic, or it is okay. Okay. Now, since we're talking about pure format, I would like to pass to ask a question to Père Dakash, so to remain in the same, pour rester dans le même contexte de méthodologie. Père Dakash, merci d'être venu. Merci. Oui, on va passer au français parce qu'on est en plein en français. C'est normal. You don't mind, Mrs. Ambassador? Ah, c'est bon, c'est bon. Père Dakash, les derniers canons de la communication en ce moment, de la créative, de l'éducation, on parle beaucoup des 4 C. Le premier C étant la connaissance. Donc, quand je parle de connaissance, c'est l'esprit critique. Donc, on n'apprend pas pour apprendre, donc mémoriser, on apprend pour avoir une culture générale et pouvoir avoir un esprit critique qui peut mieux voir l'ensemble, pour mieux tirer des conclusions sur le point important. Donc, c'est ça ce que j'entends par connaissance, ce que j'ai compris par connaissance. Le second C, c'est la collaboration. Une des choses les plus importantes aujourd'hui dans le monde, c'est ce qu'on dit. Ce n'est pas moi qui l'invente, j'ai lu et je l'ai mis dans. Aujourd'hui, de plus en plus, la collaboration est de plus en plus importante parce qu'on ne peut plus travailler seul. C'est un monde où on travaille ensemble. Vous regardez la NASA. La NASA est un ensemble où tout le monde collabore ensemble. Nous, les Libanais, on ne sait pas collaborer. On est très individualiste, on travaille tout seul, on fait tout seul, on est moi, je. La collaboration. Le troisième C, c'est la communication. Également, on ne sait pas communiquer. On ne sait pas écouter. On s'entend, et quand on communique sa propre voix. On ne s'entend que nous-mêmes. Donc, est-ce que vous êtes en train de faire dans ce sens, qu'est-ce que vous faites dans ce sens de la communication? Et évidemment, le quatrième C, c'est la créativité. La créativité rejoint un peu ce que j'ai posé comme question à Madame l'ambassadrice, à savoir, est-ce que vous avez vraiment un cursus pour construire vraiment le processus de créativité, non pas à la fin de la vie estudiantine et universitaire, mais dès le début. Donc, dès le début où l'enfant commence à aller à l'école. Voilà mes quatre questions pour vous. Alors, à vous, là. Tâche pas facile. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vais parler de ma propre vision à
partant de ma propre expérience, c'est-à-dire actuellement à l'université, mais avant pendant une longue période au collège, dans un établissement scolaire que vous connaissez bien, Notre-Dame de Genève. La connaissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, le jeune, nous-mêmes, nous sommes sollicités par énormément de savoir et appelés à connaître. Mais qu'est-ce qu'il faut connaître? C'est ça la question, je pense, la plus importante. Moi, je parlerai, au lieu de connaître, de curiosité intellectuelle. D'ailleurs, c'est dans la question aussi. La curiosité intellectuelle, il s'agit de connaître du nouveau, d'aller vers le nouveau. Je dirais aussi que dans notre tradition, je vais parler de moi-même en tant que jésuite aussi, nous parlons aussi de tête bien faite au lieu de la tête bien pleine. Et c'est vrai. Je pense que c'est un élément capital pour connaître. Parce qu'aujourd'hui, on peut emmagasiner énormément de choses. Vous avez parlé d'esprit critique, mais avant d'aller vers l'esprit critique, il s'agit d'apprendre à discerner, à mettre l'information en série. Il s'agit de bien comprendre les données. Il s'agit de bien juger aussi. Donc, on est appelé à donner à l'élève et aux jeunes, et même, disons, à l'étudiant à l'université, ce n'est jamais tard, cette capacité d'avoir des compétences qu'on dit transversales. Des compétences transversales. Juger, comprendre, oui, c'est ça l'esprit critique. Et la connaissance à ce niveau-là, elle devient vraiment actuelle. Dans n'importe quelle situation, on peut réellement aborder le savoir avec ces éléments-là, avec ces outils-là qui sont nécessaires, qui sont réellement, que ce soit dans un monde où la technologie est maître ou pas, lorsque l'étudiant a en main ces compétences, je pense qu'il aura réalisé quelque chose d'important pour sa vie, c'est d'avoir de la méthode. C'est d'avoir une tête bien faite et pas simplement une tête bien pleine, bourrée de diverses connaissances, l'érudit qui répète, qui imite, etc. C'est la personnalité, en fait, qu'on voudrait, de l'élève, du jeune, qu'on voudrait faire émerger. Une personnalité à lui, à elle. Et c'est très important, je pense, à ce niveau-là, de dire que notre travail en tant qu'éducateur, en tant que transmetteur de la connaissance et des savoirs, nous avons réalisé quelque chose d'important, quelque chose de fondamental. Voilà, ça c'est, disons, un élément capital, je pense. Et pour cette première, disons, partie, le rôle du maître est très important aujourd'hui, plus que jamais, plus que jamais. C'est sûr que c'est plus, disons, une référence en matière de savoir, parce que le savoir est là, un peu partout, mais il est là pour accompagner, pour aider chaque étudiant, justement, chaque élève à avoir sa propre personnalité, sa propre capacité à aborder le savoir, à mieux le comprendre, à mieux le mettre en série, à mieux l'utiliser. L'utilisation est un facteur aujourd'hui très important dans la mesure où il ne s'agit pas simplement de savoir, mais de savoir-faire et de savoir-être, comme on dit dans notre jargon. Le savoir-faire est très important parce que si le transfert des savoirs, c'est cela, je pense que c'est là, disons, que le maître a un rôle très important à réaliser. C'est pourquoi on parle aujourd'hui, quand on se situe du côté du maître, de la connaissance de la connaissance. C'est-à-dire
il est important au maître de regarder toute la classe et de voir chacun comment il peut connaître, comment il a sa manière de connaître. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de pédagogie différenciée dans ce domaine-là. Voilà. Donc ça, c'est pour cette première question concernant la connaissance, comment approcher l'acquisition de la connaissance par de nouveaux chemins. Ce ne sont pas de nouveaux chemins, mais je pense qu'on les avait oubliés un peu parce que nous sommes devant une situation aujourd'hui inédite dans le monde, c'est la massification de l'éducation. Il y a énormément de gens, de jeunes, d'élèves qui veulent apprendre. Rien qu'au niveau de l'université, on est passé en l'espace d'une quinzaine d'années, ici même au Liban, de 120 000 à 200 000 étudiants. Ce qui est tout à fait bon, on le met dans une situation tout à fait nouvelle. La collaboration, je ne veux pas, disons, trop monopoliser la parole. Oui, nous sommes dans un pays où l'individualisme est maître, mais il ne faut pas trop, à mon avis, abattre les murs de l'individualisme. Il ne faut pas le banaliser, mais partir de l'individualisme et de l'individu afin de mieux le consolider comme une personnalité qui a une identité ouverte à l'autre. C'est ça le plus important. Et nous, vu que nous sommes, disons, nous vivons dans un monde de minorité, j'aime pas, disons, le mot, il y a cette tendance, disons, à se replier sur soi-même, chacun de nous. C'est pourquoi il est important, je pense, d'inviter les jeunes à avoir une capacité de travailler ensemble. Et dans les classes aujourd'hui, je ne parle pas, disons, de l'ensemble du système éducatif libanais, mais au moins ce que je connais. Sûrement, monsieur le directeur général va en parler. Il y a, le système est fait de sous-systèmes, si je peux dire, mais le système que je connais privilégie quand même, disons, le travail en équipe. C'est ça le plus important, en communauté. Et dans notre manière de travailler, que ce soit au collège ou que ce soit à l'université, je généralise un peu pour aller vers disons, le système francophone, ce souci de faire travailler ensemble les élèves par des méthodes collaboration. Des méthodes non, pas de collaboration, mais actives, des méthodes actives où les jeunes eux-mêmes s'entraident pour apprendre, c'est quelque chose de vrai, oui. Et c'est pourquoi nous avons quand même, disons, un système qui, libanais, grosso modo, je ne veux pas généraliser encore une fois, qui donne quand même, qui forme des ressources humaines qui sont hors de pair parfois, qui sont capables d'aller vers le loin et réaliser des choses très, très importantes. Vous savez, je vais donner un petit exemple. Dans un des textes sur l'enseignement au XVIIIe siècle, dans la Compagnie de Jésus, chez les Jésuites, il est dit que le maître doit enseigner par jour 5 périodes, 5 heures. Sur les 5 heures, il faut qu'il parle lui-même, combien? 30 minutes seulement. Et les 4h30 sont réservées à la classe, aux jeunes eux-mêmes pour travailler, pour apprendre à collaborer, à travailler ensemble. Ça, c'est quelque chose, je pense, assez important, disons, à relever que même dans la tradition pédagogique, il y a quand même ces éléments novateurs et toujours modernes, et qu'on est en train d'appliquer. Oui. Père Nakache, à ce sujet précisément, vous parlez des maîtres. Dans un monde qui est en train d'être bouleversé, tous les nouveaux paradigmes, est-ce que les maîtres, les éducateurs, sont-ils aussi éduqués à s'adapter à cette nouvelle donne? Il y a une crise. Je ne vous cache pas, il y a une crise. La loi qui est parue l'année passée, on sait quelque chose, a montré qu'il y avait une crise. Est-ce qu'ils vont faire des stages, par exemple, dans les universités en Finlande, par exemple? Voilà ma question. On va, disons, solliciter Madame l'ambassadeur pour qu'elle fasse, disons, un projet
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous, dans certains collèges, on envoie nos profs pour des formations en dehors du Liban, et c'est très important de ce contact continu avec l'extérieur, ça c'est sûr. C'est enrichissant, bien sûr. Voilà, mais il y a une crise actuellement, c'est que ce ne sont pas les meilleurs qui vont vers l'enseignement, c'est évident. Et là, disons, le système libanais doit réfléchir sur cette question. Nous, au niveau de la faculté des sciences de l'éducation, on travaille beaucoup sur cette affaire-là, avec le gouvernement, avec le ministère, avec aussi les écoles du secteur privé, afin justement de donner plus de compétences aux maîtres, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir être solide devant des élèves qui parfois les dépassent en savoir. Justement, en technologie, etc., en maniement de la technologie. Voilà. Par exemple, il y a la question du temps. Avec l'accélération du progrès, du numérique, l'accélération du progrès, si un enfant aujourd'hui va à l'école il y a 5-6 ans, et s'il n'est pas accueilli dans le cadre qu'il faut, pour qu'il apprenne comme il faut... Il va s'ennuyer. Il ne va pas s'ennuyer, il ne va rien comprendre, parce que si l'école... Ce que vous dites, est-ce qu'on accélère le processus? Est-ce que... Au Liban, on a cette accélération pour que dès 2 ans, 3 ans, nous allons avoir un système qui est up-to-date, qui ressemble à celui d'Afrique. Je pense que là, ça dépend des écoles. Ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui sont plus versées, qui sont plus avancées que d'autres, ça c'est sûr. Mais le système que je connais, en ce qui concerne, disons, le maniement du technologique, ça fait maintenant facilement 20 ans qu'on est très lancé là-dedans, où les élèves arrivent pour travailler à ce niveau-là. Ça, c'est évident. Il ne faut pas, disons, trop... Comme j'ai dit, le système libanais est varié, c'est vrai, mais une partie du système libanais, je pense, est assez avancée à ce niveau-là. Il a pu assimiler la technologie, vous voyez. Ce n'est pas, disons, moi, dans le temps, lorsqu'on a commencé dans mon collège à apprendre aux profs le maniement de la technologie, il y avait, disons, un des profs qui avait peur de la souris. Il n'arrivait plus chaque fois qu'il voyait la souris, il a démissionné après. C'est pour dire que, non, il y a eu quand même, depuis une vingtaine d'années, pas mal d'avancées sur ce terrain-là, y compris dans le secteur public, où, disons, la technologie est devenue partie prenante de l'enseignement, ça c'est sûr. On n'enseigne plus aujourd'hui dans nos écoles comme hier, ça c'est sûr. Vous parlez de 20 ans, il y a 20 ans. Pour moi, il y a 20 ans, c'est le siècle passé, c'est terminé. Moi, je parle de l'année dernière, il y a 2 ans. On n'a plus le temps. Est-ce que nous avons des éducateurs qui savent un peu les nécessités de s'adapter au numérique aujourd'hui? Est-ce que la règle, qu'on parle, la règle des 4 C qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que vraiment les universités, je ne parle pas de la vôtre seulement, je parle de toutes les universités, oui, elles sont vraiment conscientes du fait que les 4 C, ça devient une chose indispensable pour que les jeunes Libanais qui ont 15 ans, qui ont 5-6 ans aujourd'hui, seront capables dans 10 ans de survivre. Les 4 C, il y a pas mal d'écoles. Il y a certains, disons, qui parlent des 4 C tels que vous l'avez dit, mais il y a d'autres qui introduisent le mot confiance au lieu de communication, par exemple. Ça, c'est... En tout cas, oui, moi je dis que nos profs, il y a une crise, il n'y a pas, disons, une égalité entre tout le monde. On doit travailler tout le temps pour leur donner et le plaisir et la capacité il faut les former, c'est sûr. Pour la curiosité. Actuellement, on travaille pas mal avec des applications. Disons, que ce soit pour pas mal de matières, il y a des applications. Et les profs travaillent avant d'entrer en classe, et ils essaient quand même, disons, d'assimiler ce que ces applications donnent comme possibilité de mieux, disons, communiquer, de mieux enseigner. Écoutez, je vais donner un exemple précis pour ne pas. Parlons de curiosité. Aujourd'hui, la curiosité est un des éléments essentiels pour pouvoir survivre au XXIe siècle. Que pouvez-vous nous dire en matière de curiosité? Que faites-vous pour essayer d'inculquer aux élèves, aux jeunes, aux enfants, ce sentiment de curiosité qui n'existe plus aujourd'hui? Moi, je dirais que
encore une fois, dans le système que je connais, il y a eu comme une prise de conscience, une décision de considérer l'élève à partir de la classe de 12e comme un chercheur. Comme un chercheur. À l'université maintenant, c'est clair, lorsque, disons, l'étudiant, il devient étudiant, l'élève atterrit, il est considéré comme jeune chercheur, en première année déjà. Nous les envoyons maintenant, disons, avec des profs aguerris, avec des chercheurs reconnus internationalement, dans des congrès, afin de représenter notre université. Et ça, j'ai appris ça des Américains. J'ai été quelques mois, disons, aux États-Unis, où j'ai quand même, disons, j'ai vu combien, disons, les Américains investissaient sur ce point-là. Et lorsque je suis rentré, et là, elle a eu une prise de conscience, et tout le monde s'y est mis, vous voyez. La question de stage, la question d'implication auprès des entreprises, tout cela, c'est devenu... Bon, il y a du travail à faire, c'est vrai, mais c'est la route, justement, vers disons, une meilleure connaissance, vers une meilleure relation avec la société, avec le monde du travail, avec la créativité aussi. Parce que c'est de cette manière que l'étudiant va, disons, essayer de découvrir quelque chose d'utile pour lui-même et pour les autres. Ça, c'est sûr. Voilà. Bien, merci beaucoup. Il y a 2 C encore dont je ne vais pas parler. Ça va. Merci. Alors les autres, il y a la communication et la créativité. On vient d'en parler. Mais la communication, peut-être, c'est un point très important. La communication dans notre peut-être qu'il y a un peu de temps, j'en parlerai après, je laisse la parole à d'autres. Écoutez, on peut faire, on revient. Voilà, très bien. Monsieur Yara, encore une fois, merci d'être venu. Vous avez un rôle très important parce que vous êtes responsable de la destinée de tous les Libanais, de tous les jeunes Libanais. J'ai un petit-fils qui va être bientôt à l'école et je veux qu'il soit bien éduqué. Alors je vais recommencer un peu rapidement la chose. Nous sommes dans l'ère numérique. On est plongé dedans. Tout est en train de changer à une allure exponentielle. À côté de nous, au sud, vous avez nos amis qui sont les plus grands dépositaires de brevets dans les 10 premiers pays dépositaires de brevets au monde. Donc ils sont les maîtres de la technologie. Nous avons toujours eu un service. Nous vendions notre cerveau pour parler de culture, d'éducation. Aujourd'hui, c'est la technologie qui est en train de primer. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire, nous, pour créer de nouveaux technocrates, de nouveaux ingénieurs, de nouveaux créateurs dans tous les domaines pour s'adapter et essayer un peu pas de concurrencer nos voisins du Sud, mais au moins de ne pas être laminé par la vague qui est en train de nous balayer partout, face à l'ignorance, Vous savez tout ça, on va pas faire de la démagogie. Qu'est-ce qu'on fait pour nos petits-enfants? Merci beaucoup, M. Chad. Je crois que c'est une responsabilité de société, de tout le monde. Oui, j'ai une petite responsabilité de gérer les écoles publiques et de surveiller un peu le travail des écoles privées. Mais c'est la responsabilité de chaque personne, de l'audience, de chaque Libanais. Père Dakash, notre référence est père jésuite, notre référence dans l'éducation est père jésuite, n'a pas mentionné une chose importante, son livre, qui est sur la mission des établissements scolaires au Liban. Et rien que lire son livre, pourtant on va parler de votre livre, décrit bien les aspirations de l'éducation dans ce pays. Et je crois que l'éducation ressemble beaucoup au Liban. Je vais parler du numérique, mais vous avez parlé de résilience, des idées, des valeurs, de la tolérance. Je crois que ce qu'il faut, c'est les piliers pour un citoyen. Et en fin de compte, le produit de l'éducation, c'est un citoyen actif qui participe au développement économique, mais aussi à une stabilité et une inclusion sociale. Et c'est ce que tout le monde veut, je crois. Donc, pour cela, j'essaie de dire qu'il y a beaucoup de défis qu'on doit relever dans l'éducation et l'éducation nationale au Liban. Au Liban, on a les écoles privées
et les écoles publiques. Deux tiers des élèves sont dans les établissements privés et un tiers dans le système public. Et dans ce système public, il y a autant actuellement dans l'éducation de base, donc jusqu'à l'âge de 15 ans, autant de Libanais que de non-Libanais. On a actuellement 205 000 enfants libanais dans les écoles publiques jusqu'à la classe de 3e et on a 210 000 non-Libanais, donc 96% des Syriens réfugiés. Donc juste pour un peu mettre le cadre général de ce qui se passe. Évidemment, on a su former des élites au Liban dans les années 60, 70, parce qu'il y a une culture au Liban pour former, pour éduquer. En 1736, les évêques libanais avaient proclamé une éducation pour tous avant la Révolution française et surtout l'éducation des filles. Donc il y avait un projet. Actuellement, le problème qui se présente, c'est un autre enjeu. L'enjeu, c'est continuer à viser l'excellence, mais avoir une meilleure équité pour l'éducation. Une équité. Et je crois là, c'est le mot-clé, l'équité. Et puis, la qualité de l'éducation. Si on va de ce principe, je crois qu'on va essayer d'assurer. Mais il y a beaucoup de défis. Le numérique peut être, et je vais revenir et on ouvrira le sujet parce que Père Dakar, je voulais parler de 2C. Je voudrais ajouter un C, en utilisant la certitude et le citoyen. Donc, il faut 4 C. Bon, d'un côté, le high-tech est coûteux et beaucoup plus rapidement obsolète. Donc, investir, mais il y a un risque d'une fracture économique, sociale et une facture à payer qui va assurer la continuité, la durabilité des actions. Mais d'un autre côté, si on exploite bien, ça peut être un vrai levier d'équité pour chaque enfant. Et il y a une grande différence. On est dans un pays qui n'est pas stable, qui a ses défis économiques, financiers, on a des contraintes tous les jours, on a une instabilité majeure, rien que signaler la présence des réfugiés dans notre système. Et c'est un pays qui est très riche. Il y a un investissement important qui a été fait dans l'éducation. C'est le seul pays, le plus grand au niveau de par capita, qui a une mobilité sociale en une génération ou 2 générations. Per capita. La différence, c'est qu'en Finlande, il y a une accessibilité à l'éducation et il y a vraiment une équité. Et c'est ce qu'on veut arriver à ça. Bon, revenons au numérique. Nos enfants jouent avec le numérique. C'est inégal dans nos établissements. Ça dépend des investissements, ça dépend de l'utilisation et ça dépend d'autres choses. Mais on est en train d'ouvrir. Il y a pas mal d'initiatives. Actuellement, et sur notre plan, il n'y a pas une classe où il y a des enfants dans le secteur public où il n'y a pas un ordinateur, un tableau où les enfants peuvent faire une interaction avec le tableau. C'est un long chemin, mais passer aussi au numérique de façon rapide et non étudiée n'a pas donné encore des résultats. J'ai vu ça dans d'autres pays. L'année dernière, l'Égypte, avec 1 200 000 laptops pour les tablettes pour les élèves secondaires, ils attendent encore. C'était une grande aventure, ils attendent encore. Le Portugal, l'Uruguay, il y a des initiatives, mais ça n'a pas donné. C'est une bonne utilisation, c'est un outil d'enseignement et d'apprentissage pour apprendre, mais ça n'a pas encore donné de façon scientifique les résultats réels. Il y a des percées. Et l'idée, c'est pas seulement mettre, mais maintenant il faut parler, c'est pas mettre les enfants et rester dans une école ou dans une classe. C'est pas de l'accessibilité à l'école. C'est que qu'est-ce qu'on apprend dans cette école? Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Absolument. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre noire? Et ça, lorsqu'on parle de learning outcome, qu'est-ce qu'ils apprennent les enfants?
Alors, on peut utiliser le numérique, on peut utiliser l'intelligence artificielle. Et on a dans notre système actuellement des initiatives. Moi, j'ai quelques écoles pilotes actuellement où on fait de l'intelligence artificielle. Les enfants utilisent et font leurs examens, leur évaluation en utilisant des ressources informatiques, des ressources numériques. Et le système nous guide. Qu'est-ce qu'il faut cet enfant spécialement? Et comme ça, le maître devient un animateur. Il accompagne l'élève. Il revient éducateur. Et c'est ce qu'on fait. C'est une mission et un métier. Et idéalement, de transformer l'enseignant en un professionnel qui a un métier, qui est artisan de son métier et qui excelle et qui aime et qui excelle dans son métier. Et là, on peut parler dans ce sens de connaissance, du travail collaboratif, d'une bonne communication avec les élèves, avec les pairs, et d'une créativité, puisque l'enseignant a dans ses gènes une créativité. On travaille avec les êtres les plus importants pour nous, les plus chers. Mais vous n'attendez pas, vous aussi, en même temps, on ne peut pas s'attendre à une révolution rapide. C'est le secteur le plus conservateur. Voilà. C'est le plus conservateur. Je demande ici, qui oserait demain envoyer ses enfants à une expérience? À une expérience dans l'éducation. On ne connaît pas comment on choisit l'école. Jusqu'à présent, c'est la perception. Monsieur Yara, vous avez dit exactement le mot. C'est un domaine conservateur. Bien sûr. Non, le problème, je veux le dire à toute l'audience, on n'a pas le temps. On envoie l'enfant à l'école comme on va chez un médecin. On n'a pas le temps. On a confiance. On n'a pas le temps d'être conservateur. Le temps va plus vite que nous. Est-ce que nous allons, nos enfants, voir des dommages collatéraux plus tard? Attends, si vous avez un enfant, est-ce qu'on n'a pas le temps de s'éduquer proprement? S'il a 10 ans, quand il a 12 ans, il n'a pas été formé comme il faut. Le monde de 2040 va être tellement différent. Qu'allons-nous devenir? Dans génération, comment devenir? Si je parle de ce livre, si j'écris ce livre, c'est pour lancer un signal d'alarme. Je suis tout à fait d'accord avec vous et il faut lancer le signal d'alarme chaque instant. Voilà, chaque instant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et on essaye. Il faut décrire aussi la situation. On est dans un pays et le seul pays au monde, c'est un pays, après tout, très libéral. On a le système français, le système américain, on a le IB, on a le Advanced Placement, on a le bac libanais et le programme libanais, le programme national. On a des essais de d'autres programmes. C'est le seul pays où on peut vraiment s'épanouir si on fait des choix. Il faut payer ces choix. Absolument. Il y a un coût pour tout. Mais c'est un pays où il y a tout. Alors, est-ce que c'est un modèle idéal? Non. Est-ce qu'il y a des expériences intéressantes? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Et je vais vous dire, parce que le numérique est un vecteur. Et là, je lance chaque année des compétitions dans tous les domaines, entre autres tout ce qui est robotique. On a plus qu'une dizaine de compétitions autour de robotique chaque année. Et là, il y a un partenariat entre le privé, le public et les académiciens. Vous avez parlé dans votre livre que lorsque vous étiez avant-hier jeune étudiant, vous avez joué avec les mécanos. C'était en métal. Vous avez lu? Oui. J'ai lu et j'ai joué avec les mêmes. Ils sont toujours chez moi, avec leurs couleurs métalliques, rouge et jaune. Nos enfants, ils ont joué avec le Lego. Nos enfants, ils ont joué avec le Lego. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe à tout ce qui est robotique. Donc, c'est la construction, c'est la manipulation, mais aussi la programmation. Et là, on essaie d'initier. En même temps, qu'est-ce qu'on essaie pour combler un besoin? Il y a un grand besoin, il faut le dire. Je travaille ici avec des collègues qui sont là, avec Sandra, elle vient de partir, pour donner la chance aux élèves démunis, défavorisés, des régions pauvres,
à connaître les artistes libanais, par exemple. Josiane qui a créé une école modèle dans un village montagnard où il y a la technologie, il y a la peinture, il y a la communication, il y a la qualité. Il y a ça. Et c'est ce qu'on peut. Il faut donner des options à nos élèves. Écoute, je m'excuse de vous interrompre, mais je vais laisser Madame Raslan parler aussi parce que c'est son. Elle m'a presque plus le temps. On peut gagner 5 minutes, on ne peut plus gagner 5 minutes. Bon. Ça va, on a commencé. Mrs. Raslan, welcome to the group. You are the youngest among all of us, and you represent a new school. You heard us. How much are you close to this conversation? Your school, your university, Westbury. First of all, congratulations on your book, and thank you for having me. It's an honor to be part of this panel. Our school is a pretty young school. We're only 12 years old. We started in 2007 with an innovative educational idea, with a vision for a better world for people who are educated, who are respected, and for more cultural awareness. So we started with 22 students, and we made it our mission to create a learner who can face the challenges of the 21st century. We made it our mission to create a learner who is creative, who is confident, who is resourceful, who is tolerant, someone who is responsible, and someone who is a thinking citizen. This is Westbury's mission statement. So in doing so, the Lebanese curriculum, the national curriculum, was not really what we were looking for to help us achieve this mission. The founding members back then checked other resources, other programs, and the International Baccalaureate program was the program chosen as it resembled their learner profile, resembled our learner profile. So we started the process, we became authorized to offer the primary years program, the diploma program for high school, and then the middle years program, making us the only continuum school in Lebanon. With this, and because we are a reflective community, and because we evaluate our programs, we also have a community of Lebanese students who eventually are going to go and sit for the official exams in the Lebanese system, so brevet and bac. To start with the brevet, we still wanted to be true to this learner profile that we created. So we embarked on another mission, on a new initiative, where we map the content of the Lebanese curriculum to the framework of the IB. So our students were able to prepare well to have the content of the Lebanese curriculum, yet all of this was done in an inquiry style. So they had the flair of the IB. They were still students who followed the system of the IB. We always made sure that the framework is there, but the content was from the Lebanese program. Now we have 100% pass rate in the brevet. Our students, we started the Lebanese back as well. We try to make it have some flair of inquiry within the constraints of the Lebanese curriculum. And on top of this, we are a professional learning community. So our teachers are teachers who have continuous professional development so that they become lifelong learners. Where are they developed? Where do you develop them? We do in-school training as well as IB training. Are you practicing gaming? Do you use gaming? We use educational technology. There are lots of games used within the class as part of the inquiry process. Now, maybe we need to wrap up a little bit because we don't have time. Anyone would like to say something to come? If you don't mind, Yes. I would like, since we are here together and we're talking between the Lebanese and the IB, I want to bring everyone's attention to the fact that lately we have the IB schools have been mushrooming in Lebanon. So we have now 15 schools, 6 of which have been authorized by the IB to offer one or more of the programs in the last 2 years, between 2016 and 2018. So we have a lot of new ideas that we urge many to take into consideration, to collaborate with us
maybe more alignment with CERT, so that we come to a consensus on what we want for the Lebanese citizen, how we want this Lebanese citizen to be. Maybe this profile, the Wellspring Learner profile that has worked beautifully for us, can one day become the Lebanese learner profile. Merci. Monsieur Yarak, vous voudriez ajouter quelque chose à Madame Raslan, ce que nous avons dit? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Il faut travailler, il faut continuer l'engagement n'est pas fini. Il faut utiliser chaque outil du numérique, la technologie peut être en utilisant le numérique, mais autre, pour optimiser les acquis de chaque enfant dans les écoles. Madame Ambassador, Mrs. Ambassador, would you like to tell us a little bit if we are trying to inspire you, would you do something for Lebanon in that sense? Would you take the young maîtres, the young educators to film, to try to see how they can do better things? Can you tell us something about that? That you have a plan to help Lebanon on that? No. Yes, we are currently we are exporting our education system. Some years ago, a new kind of comparing international learning results came out called PISA sort of comparison, and after that we got quite a few delegations around the world. In so much that actually we couldn't take all of them in. As we are very innovative, so we have innovated now education export and also game industry for sort of technology that we can also export abroad. I think there are currently around 300 new startups in creating learning and teaching technology. And of course, technology allows to share globally this kind of knowledge. So you can take part of that even without traveling abroad. And there are some things, if people are interested, you can go to the web pages of Finnish education agency, and there are also for free. You can get inspired of that. Père Dakash, on ne vous a pas oublié. Oui, merci beaucoup. Quel rapport, qu'est-ce que vous faites avec PISA, dont parle Madame l'ambassadrice? C'est une norme internationale. C'est-à-dire, je pense que le ministère, disons, fait partie, disons, de cet outil de mesure des connaissances et des compétences. Je sais qu'il y a des collèges qui sont soumis à cette épreuve-là, et généralement nos écoliers ne sont pas mauvais. Mais ça dépend aussi des situations. Le Liban est varié du point de vue éducatif. Il y a des écoles qui brillent et d'autres moins dans ce contexte-là. Disons, le résultat globalement est au-dessus un peu de la moyenne, mais disons, ça dépend aussi des diverses situations. Mais je voudrais dire quelque chose à propos du 3e C, de la communication. Notre but, que ce soit, disons, dans les écoles et dans les universités, ce n'est pas simplement former des individus et des individus à succès, gagnants dans la vie, oui, c'est bon, mais aussi des citoyens libanais. Je pense que c'est fondamental. Et lorsqu'on parle de communication, si on veut vraiment former le bon citoyen, et il faut, d'ailleurs, disons, votre livre le dit, former quelqu'un, disons un individu qui sache communiquer. Et dans la communication, je pense qu'il y a 3 vertus ou 3 valeurs essentielles. Il y a l'écoute, il y a le respect de l'autre. Le respect de l'autre, c'est très important.
Et il y a aussi le mot juste à dire. Et ça s'apprend. Et dans nos écoles, je pense qu'il y a quand même, disons, cette mission qu'il faudra remplir. Nous, au niveau de l'université, je pense que l'Université Joseph aujourd'hui de Beyrouth est peut-être l'un des espaces rares public où tout le monde est d'expression libre et avec une variété d'expressions qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Toutes les confessions sont là, tous les partis politiques. C'est un défi, mais il faut le relever et ça vaut la peine de le relever parce que ça, c'est le Liban des citoyens, voilà, que nous voulons construire. J'avais une question à poser à Madame Al-Islam, mais je vais la poser à tout le monde. Est-ce que vous êtes serein quant à l'avenir de nos jeunes générations? Vous êtes serein quant à leur avenir en matière d'éducation? Je ne parle pas de politique, je ne parle pas de pollution, je parle d'éducation. Est-ce que on peut être tranquille, que nos enfants vont être bien éduqués, que nous allons pouvoir concurrencer avec nos voisins du Sud? Puisque j'ai le micro, je vais répondre. Oui, moi, et l'histoire nous le dit. L'histoire du Liban nous le dit. Nous avons une bonne tradition pédagogique. Il y a la sagesse de l'éducateur qui est là, et de l'administrateur, et je pense que l'éducation au Liban sera toujours gagnante. Voilà. Madame Raslan, vous êtes sereine. Are you serene about it? Serenity, no. I don't think I can say I'm serene, especially when I look at the PISA results and I find Finland is on the 8th level and Lebanon is 65th. Definitely I'm not serene. However, there is lots of hard work, lots of innovation, lots of resilience, and this would hopefully drive the reform and the success of our young generation. Monsieur Arak, vous êtes serein, vous avez beaucoup de responsabilités. Le choix est limité, on est engagé. Mais au-delà de ça, je crois que les Libanais veulent l'éducation. Mrs. Ambassador, I cannot ask you the same question. You're serene about Finland, but would you think about us a little bit in the future and help us? Definitely. The Lebanese parents are very committed to the education of their children, so I'm serene of that. We have definitely really a nation that is eager to learn and develop, so I'm serene on that. Quelqu'un voudrait poser des questions? Comment? On a encore 5 minutes. Quelqu'un a une question à poser? Micro. Non, j'ai pas besoin du micro. Non, on n'entend pas. J'entends. Bon. Nos générations ont appris à lire et après avoir lu, leurs neurones transforment ce qui a été lu en connaissance.